Salut les néo-autonomistes. Dans cette seconde partie, nous allons nous focaliser sur les enduits écologiques et naturels. Noël va également nous présenter une partie de la confrérie et nous montrer comment réaliser de magnifiques murs pour un budget très limité. Nous reviendrons sur les notions de chaux aérienne, chaux hydraulique et nous visiterons un chantier en cours de réalisation. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'Archipel. Salut Nono. Salut Brian. T'as vu, on passe de Noël à Nono en deux vidéos. Bonjour à l'Archipel, pardon. Aux abonnés, à tout le monde. À tout le monde. Bienvenue chez nous. Ah oui, alors là, on est encore chez la confrérie de la construction écologique. J'aimerais aujourd'hui qu'on aille un peu plus dans le détail parce qu'on a présenté des choses, on a montré une de tes réalisations. Mais avant tout ça, ça fait 3 semaines déjà que tu es sur les réseaux. Toi, tu n'es pas du tout réseau, tu me l'avais dit. C'est vrai. Est-ce que tu peux me faire un petit retour de ce qu'il y a eu en 3 semaines? Écoutez, ça a été surprenant dans ma vie. C'était une découverte nouvelle, c'était nouveau pour moi. Et après, je voudrais dire à tous les gens qui ont mis des commentaires que c'était très touchant et que vraiment, aujourd'hui, on est prêt. On va passer à la seconde étape, donc de rentrer dans la matière, de vous montrer des enduits de toutes sortes. Et on va aussi travailler sur le chanvre. Là, dans la matinée, alors les gens ne le verront pas dans la timeline de la vidéo, mais dans la matinée, on va parler des enduits. Juste avant, je préviens les gens, on en parlera en fin de vidéo. Le but, c'est le savoir-faire et surtout faire, tu m'as dit. Alors, je reprends direct sur Brian. Dans savoir-faire, il y a 2 notions. Il y en a une, le savoir, il est accessible à tout le monde. Et le savoir-faire, il s'acquiert avec le temps. Donc, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler du savoir, de la connaissance, des mélanges, et après, on va vous montrer comment on met en œuvre différents enduits de finition, le tas de lac, les enduits à la chaux, les enduits de terre, et on fera toute une partie sur le chanvre, le bancher chanvre, l'enduit chanvre, les dalles chanvre. Voilà, donc un petit résumé pour vous permettre de voir par vous-même ces techniques. Et si les gens veulent voir par eux-mêmes, tu m'as un petit peu glissé quand même dans l'oreillette que vous avez avancé en 3 semaines un projet qui dormait un peu. Alors, on le développera plus tard, mais juste dire, en fait, toi, tu veux faire de la formation. Alors, la vocation de l'écopôle, où on est aujourd'hui, où on a vu les bardages, où on a expliqué un petit peu, dans le projet d'origine, c'est un vrai écopôle. Donc, il y a la formation, les box artisans, la vente de matériaux, les bureaux, architectes, maîtres d'œuvre et tout ça réuni dans le même endroit pour permettre vraiment que tout le monde puisse venir dans un pôle où on a réuni toute l'éco-construction et tous ces intervenants. Voilà. Noël, on va commencer directement. Tout ce que l'on voit en face de nous, c'est du naturel ou il y a un petit truc chimique ou ceci, tous les enduits qu'on voit ici, donc c'est que des essais, c'est un peu pour montrer qu'on peut aller très très loin, jouer avec les couleurs, jouer avec les matières, jouer avec la granulométrie. Donc si on se rapproche un petit peu, on peut voir ici des exemples de tas de lac. Donc là on revient sur le tas de lac, on retrouve ces petites fissures de structures qu'on a vues la dernière fois chez François, qui sont des structures superficielles. Donc c'est pas des fissures profondes, c'est superficiel. Donc là aujourd'hui on retrouve cet effet très très lisse. Donc on en a un deuxième ici, de tas de lac aussi, qui se rapproche. Donc là ce serait plus pour les salles de bain, excuse-moi. Voilà, pour les salles de bain, les cuisines, tout ce qui est au contact de l'eau. Donc regardez, on en a d'autres aussi, des couleurs, on peut jouer sur les couleurs. Donc là on a aussi une technique qu'on appelle la technique du badigeon à fresco. Donc dans le badigeon, il y a le badigeon à secco, où on est obligé de mettre donc support sec et on est obligé de mettre beaucoup d'additifs dedans pour permettre que la couleur soit fixée. Voilà. Après, il y a l'autre technique qui nous vient. Ça veut dire que si maintenant on ne met pas un fixatif dans la couleur, quand on va passer la main, on va se retrouver avec un résidu qui est posé dessus. Bon, là on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas de résidu,
parce que c'est un badigeon à fresco. Donc je reviens. La première technique, badigeon à séco. On apporte de la caséine, de la poudre d'œuf, de la colle celluloïque. Il y a tout, du sel d'Alain et compagnie. La liste est extrêmement longue pour permettre de fixer la couleur sur un enduit. Là aujourd'hui, la technique qu'on a utilisée ici, donc il y a un enduit chaussable derrière qui est neutre. Et au moment où l'enduit il est pas totalement frais mais pas totalement sec, on va venir avec une terre naturelle sans fixatif. Et on va incorporer la couleur dans le calcin. Le calcin. Non, alors c'est un moment bien précis. L'enduit, si on prend la brosse à badigeon et que la matière reste accrochée à la brosse, c'est trop tôt. Si l'enduit, il a déjà commencé à sécher, c'est trop tard. Donc alors là, on rentre, je vais quand même vous dire, la science de la chaux, c'est comme la cuisine. C'est pas une science exacte, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de ressenti et de bien ressentir la matière et d'être en vrai contact avec elle. Sauf que quand on cuisine, on peut goûter. Là, c'est quoi l'équivalent de goûter? C'est le toucher? Comment tu fais pour... Alors aujourd'hui, encore une fois, on a eu l'expérience accumulée depuis 20 ans où on a travaillé la chaux, donc on s'appuie quand même sur des bases, des recettes qu'on connaît bien et qu'on applique. L'intérêt du fresco, le fresco, il vient d'Italie pendant la Renaissance. Ils ont créé la chapelle Sixtine et d'autres, et qui ont été restaurés il n'y a pas si longtemps. Ils ont découvert des couleurs incroyables. Ils ont retrouvé des couleurs qui avaient 400 ans, qui étaient immaculées. Donc aujourd'hui, cette technique à fresco nous permet une chose, d'obtenir une couleur qui ne changera pas dans le temps. Parce que sinon, quand on incorpore les pigments dans l'enduit, la chaux va manger peu à peu. Elle blanchit. Elle va réduire la couleur. Donc souvent, on va avoir une couleur qui va être jolie au début, et au bout de quelques temps, elle va devenir un peu pisseuse, un peu dégradée. Donc on n'aura plus cet effet de couleur vive. Donc la technique que je vous montre aujourd'hui à fresco, elle vient d'Italie, je l'ai dit tout à l'heure, et elle permet vraiment d'avoir des couleurs qui vont rester dans le temps. Voilà. Et deuxièmement, on n'a pas besoin de fixatif, parce qu'en réalité, la chaux, quand elle crée sa pellicule, qu'on appelle le calcin, si on incorpore la couleur dans le calcin, elle est fixée à vita aeternam presque. Voilà. D'accord, donc on va juste un peu développer. Je rebondis juste sur un truc, parce que là, je vois quand même que c'est assez fin. Tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait rajouter du sable, si je ne dis pas de bêtises. C'est quelle granulométrie que tu conseilles? Alors, on va parler pour les enduits, il y a une charge et un liant. Donc la base d'un enduit, c'est un liant, en l'occurrence la chaux, le ciment, le plâtre, la terre, tout ça. Et on a une charge. Donc au niveau de la charge, on apporte des sables. On va les voir. Voilà, qu'on va regarder. Je vous ai préparé un panel de sables différents. Et on va mélanger avec un liant. Sauf qu'aujourd'hui, pour que l'enduit dure dans le temps et tout ça, on doit avoir un bon équilibre entre le liant et la charge. Le mieux, c'est que dans la charge du sable, on doit avoir différentes granulométries. Le sable moderne, comme on achète aujourd'hui, c'est du sable lavé et tamisé. Donc on va se retrouver, par exemple, on achète un sable 0,2 ou 0,4 et on va avoir un sable trié. Donc on aura enlevé la charge fine du sable. Qui est très importante. Qui est très importante parce qu'en réalité aujourd'hui, si on mélange que de la chaux et de la silice, on obtient un enduit, mais il manque la charge fine. Voilà. Donc là on est sur d'autres enduits qui sont des enduits qu'on fait à l'extérieur des maisons. Donc les enduits que vous voyez là et tout ça, c'est souvent des enduits intérieurs qui ne sont pas aux intempéries. Donc on peut se permettre vraiment d'utiliser des matières qui auraient difficulté à rester dehors au niveau des intempéries. Voilà. Donc là, on a des enduits classiques, on a mis quelques... Tu vois, avec la lumière, je vais pouvoir... Alors là, les gens, ils vont bien voir. Donc ça, c'est un enduit simplement taloché. Donc chaud sable, avec un sable légèrement coloré. Donc on voit bien que ce n'est pas un blanc immaculé. Il a une teinte un peu blanc cassé qui tirerait peut-être même sur le rose un peu. Et en dessous, on a le même enduit que là-haut, sauf qu'au-dessus, on a rajouté un badigeon pour affiner le grain. Donc ce qu'on appelle la granulométrie
dans l'enduit, c'est aussi à savoir qu'aujourd'hui, les enduits extérieurs et autres peuvent avoir une granulométrie beaucoup plus grande que des enduits qu'on voudrait mettre à l'intérieur. Donc là, on a juste repassé avec un badigeon pour fermer les pores, pour avoir un enduit un peu plus fin. On voit la même chose là-haut, on a aussi un enduit encore plus fin. Donc ici, on a une finition à la liane. Donc c'est un enduit qui a été stuqué. Okay. On a refermé les pores avec des lianes. Donc là, un enduit, les lianes, elles nous servent. Ça, c'est des lianes de plâtrier. Ça, c'est des lianes de finition avec des angles arrondis pour éviter de laisser des traces. Je vais essayer de le... Attends, on va le montrer un petit peu. Essaye de le... Super. Ouais, yes, là, on le voit. Alors, tous ces outils, on les mettra en œuvre tout à l'heure. Là, aujourd'hui, on fait une présentation des enduits. Et cet après-midi, on va les mettre en œuvre et vous montrer en direct la pose. Je veux redire à tout le monde, l'enduit à la chaux, c'est le plus gros dossier du bâtiment. Parce que c'est pas une science exacte. Et ça demande un vrai recul au niveau des matières, au niveau de tout ça, pour obtenir des enduits de toutes les sortes. Donc venez voir là de l'autre côté. On arrive sur des enduits à la terre. Donc voilà, là vous pouvez voir différentes coloris. Attends, je vais... Yes, c'est beau. Voilà. Et ce que vous voyez à l'intérieur, c'est de la paille de lin. Et là, on va renvoyer les gens à la première vidéo, voilà. Parce que quand tu nous as fait la visite chez François, c'est ce que tu as utilisé. Voilà, on utilise la paille de lin parce que la chaîne vote de chambre est beaucoup trop grosse pour pouvoir faire des enduits fins. Donc on utilise encore une fibre naturelle qui vient du lin. On pourrait aussi utiliser des pailles de lavande. On pourrait aussi utiliser de la balle d'épeautre ou de la balle de sarrasin. Voilà, qui sont tous, encore une fois, des végétaux qui ont une grande quantité en silice et qui permettent aujourd'hui de bien s'intégrer dans les enduits. Voilà. Mais là, on est d'accord, on parle d'enduit, mais il n'y a pas de, par exemple, d'isolation naturelle, ou il y a déjà un petit peu quand tu mets de la paille de lin, par exemple? Chaque fois qu'on met de la paille ou d'autres choses, on a un effet. Dès qu'on met une couche, on obtient un isolant. Aujourd'hui, la paille de lin, elle est réservée à la finition, parce qu'encore une fois, c'est une matière renouvelable, mais avec des quantités petites, des productions petites. Voilà. Aujourd'hui, non, là, regardez en haut, on a ici un autre enduit qui, lui, si vous avez entendu, on a parlé des briques en terre crue. Alors cet enduit il a été fait avec des briques en terre crue qu'on a récupérées, qu'on a refondues. Alors refondues, alors donc là, ça veut dire on les a mis dans l'eau avec la brique et de l'eau. Et au bout d'un certain temps, comme l'argile, elle va se détendre et on a pu récupérer des anciennes briques qui ont servi à la construction des maisons pour en faire des enduits. Et si c'était en terre cuite, comment on fait si Alors, en terre cuite, aujourd'hui, on ne peut pas, vu qu'elle a été cuite. Donc, par contre, on peut recycler tout ce qui est briques, tuiles et tout. C'est un agent pouzzolanique. Donc, pour les gens ou pour les personnes qui sont vraiment extrémistes, entre guillemets, on en a. On peut prélever tous les déchets de terre cuite en la broyant, en l'écrasant. On obtient un agent pouzzolanique qui va servir aux enduits. Et rappelons aux gens que si on rajoute c'est là où tu vas voir si j'ai bien retenu, si on rajoute un agent pouzzolanique, c'est hydrofuge. Alors, déjà, ça augmente la carbonatation de la matière, parce que la silice, elle est neutre. La silice n'est qu'une charge. La chaux, c'est le liant, mais l'agent pouzzolanique, lui, il va augmenter la dureté de la chaux. Voilà. Et bien sûr, il rentre dans les mélanges des citernes et on l'utilise aussi pour les banchets et d'autres. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut très bien avoir des enduits de terre avec plein de couleurs. Regardez l'ocre rouge. Ça, c'est des pigments naturels. Non, c'est carrément la terre. Mais la terre est un pigment. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux sortes de pigments. Il y a les terres. Donc les terres du Roussillon, tout le monde connaît les pigments qu'on achète dans des boîtes, dans tous les magasins de matériaux et d'autres, qui sont eux des pigments qui ont été obtenus par cuisson et ils créent un pigment hyper concentré. Que là, nous aujourd'hui, on n'utilise quasiment pas de pigments. Nous, les couleurs, alors quand je dis quasiment, bien sûr, encore une fois, le bleu ici, c'était un exemple pour une salle de bain ou autre, et là on s'appuie sur des pigments naturels qui peuvent avoir plein d'origines.
Donc ça peut être des oxydes, donc c'est toutes les terres ferreuses, oxydes de cuivre, donc les oxydes sont intéressantes, mais encore une fois, ils ne sont pas très compatibles avec la chaux. Parce qu'en réalité, au niveau mélange, au niveau chimie, c'est compliqué. Tous les pigments naturels, les terres de sienne, les ombres, tout ça sont utilisés, ça marche très très bien. Mais aujourd'hui, on peut extraire soi-même les pigments. Donc je vais montrer tout à l'heure, encore une fois, comment on peut extraire d'une terre argileuse un pigment qui va nous servir après à faire des badigeons à fresco ou à intégrer dans la masse pour avoir des couleurs naturelles. Alors là, on a parlé de la granulométrie, des sables et des pigments. Il y a encore une notion que vous devez intégrer, c'est aujourd'hui, on a différentes chaux. Tout le monde a pu constater que quand on va au magasin, on nous explique fleur de chaux, chaux hydraulique, chaux aérienne, chaux ciment, les ciments bâtards ou les chaux bâtardes. Donc aujourd'hui, nous, on utilise les deux chaux, les deux bases, la chaux hydraulique et la chaux aérienne. Après, on va la mélanger pour obtenir les deux caractéristiques des deux chaux. Donc on va mélanger selon le support. Par exemple, on va se retrouver, un exemple tout con, on est sur une façade, il n'y a pas de fondation, il y a des remontées humides. Donc là, on va mélanger, pour la première couche, celle qui va être au contact de l'humidité, on va mettre de la chaux hydraulique, 2/3 de chaux hydraulique et 1/3 de chaux aérienne. Pourquoi on fait ça? Pour utiliser les deux parties de la chaux. Donc la première, elle va résister à un environnement humide, mais combinée à la chaux aérienne, on va avoir une qui résiste à l'eau et l'autre qui va permettre d'évacuer l'excédent d'humidité. La chaux hydraulique résiste à l'eau. Alors, je reviens, la chaux hydraulique, il y a de l'argile dedans, qui est comme le ciment, et c'est pour ça qu'on appelle une chaux hydraulique. C'est grâce à l'argile qui est dedans qu'elle permet de résister à l'eau. La chaux aérienne, la fleur de chaux, comme on appelle, celle-là, c'est du caillou pur, qui a été juste cuit, et il n'y a pas d'argile dedans. Donc, dans le monde ancien, la chaux aérienne et hydraulique, ça n'existait pas. Il y avait toujours, elle était ou faiblement hydraulique, ou faiblement aérienne. Donc les gens faisaient la chaux dans les fours à chaux, devant les fermes, avec ce qu'ils avaient. Donc on avait des chaux qui avaient les deux caractéristiques. Rappelle-moi comment on obtient de la chaux. Alors, la chaux, on prend une roche calcaire et on la fait cuire à 800 degrés. Voilà. Elle va dégager du gaz carbonique dans l'air et quand on va la remettre en œuvre, elle va récupérer son gaz carbonique. Donc on revient à la carbonatation de la matière qui est en fait l'effet de fixer du carbone dedans. Donc il n'y a pas de pollution puisque ce que tu as... Alors l'équation carbone de la chaux, c'est 0. Elle s'équilibre. Après, je n'ai pas parlé de quelque chose la dernière fois, je vais vous dire qu'il y a quand même une matière qui est extrêmement intéressante et qui est, elle, beaucoup moins gourmande en énergie calorifique pour la chauffer, c'est le plâtre. Le plâtre, aujourd'hui, on ne parle pas de cuisson, on parle de séchage. Donc pour obtenir du plâtre, il faut 170 degrés. Le plâtre, c'est du gypse, donc c'est une roche, et on va la broyer, on va laisser sécher, on va obtenir du plâtre. Donc écologiquement, c'est pour ça que dans les anciens bâtiments, on voyait beaucoup de plâtreries, parce que le plâtre était bien moins gourmand que la chaux. Et dans les anciens bâtiments, plus on peut voir que la dose de chaux était extrêmement économisée. Les gens, les ressources à l'époque, la chaux, le bois et le fer, il n'y avait que les gens riches qui pouvaient se permettre de mettre ça dans leur bâtiment. Donc, quand on voit un bâtiment avec beaucoup de chaux, on peut estimer que le propriétaire à la construction, c'est quelqu'un qui avait les moyens de mettre la chaux. Parce que maintenant... Non, aujourd'hui, je parle bien d'une époque antérieure. Voilà. Donc, le plâtre, gypse, 170 degrés. Ce qui est extrêmement écologique parce qu'on obtient une matière très intéressante avec très peu de calories. La chaux, 800 degrés, mais elle a une équation carbone neutre. Et après, le ciment, 1500 degrés, extrêmement gourmand en énergie. Et ça, donc, on n'en parle pas assez. Alors, on n'en parle pas parce qu'aujourd'hui, pour produire du ciment, il faut des fours à 1500 degrés. C'est des fourneaux. Donc, ça veut dire qu'au niveau écologique, rien que dans sa conception, dans sa création, le ciment
est beaucoup trop gourmand en énergie. D'accord, donc en plus de... D'accord, je comprends pourquoi, enfin, on dit que le ciment, c'est pas terrible. Alors, pour plusieurs, premièrement, tous les déchets de notre société se retrouvent à être mis dans le ciment, qu'aujourd'hui, les cimenteries sont extrêmement polluantes dans leur conception. Pourtant, ils utilisent des déchets, on pourrait dire que c'est bien, non? C'est un peu comme certains matériaux biosourcés qui, en réalité, partent d'un déchet et ils ont été réutilisés, donc on les a recyclés, mais en réalité, déjà dans leur base de départ, il y a une pollution qui est intégrée dedans. Tout ça, c'est bien que ce soit dit, parce que... Alors souvent, il y a peu de témoignages, les gens ne savent pas vraiment pourquoi le ciment il n'est pas écologique. Déjà dans sa conception, il n'est pas du tout écologique. D'accord, merci pour ce petit... et cette découverte ou ce rappel pour ceux qui savent. T'avais encore d'autres choses à dire sur les chaux ou tu voulais... Non, aujourd'hui, donc, c'est bien d'imaginer que la chaux aérienne pure, c'est très difficile à maîtriser. La chaux hydraulique pure, elle est très proche du ciment. D'accord. Donc, en mélangeant ces deux chaux, on obtient les deux caractéristiques qui permettent qu'on puisse avoir des enduits qui tiennent à l'humidité, qui respirent, qui en fait vivent avec le reste de la maison. Est-ce que tu peux essayer de nous faire un petit laïus sur, j'ai déjà vu dans les sacs de chaux, par exemple, tu as NHL, Natural Hydraulic Line, et le 3,5, c'est quoi les 5, les chiffres? Alors, quand vous voyez un sac de chaux, vous regardez, le NHL, c'est la dureté. C'est sa capacité à durcir et à devenir dur. Donc, par exemple, je vous prends tout simplement, la chaux pour les bâtiments de France et les colombages, c'est une NHL 2. Donc, elle est hyper faible. Donc, elle est plus souple. Donc, elle peut bouger avec les bâtiments et elle permet aux anciens bâtiments qui n'ont pas de fondation de suivre les variations. Sans craqueler, sans... Alors, sans craqueler. S'il y a des très grosses variations, comme en 2003, où l'argile a séché, les maisons se sont ouvertes parce que la nappe d'argile a séché suffisamment et les maisons se sont ouvertes. Et il n'y a que les maisons avec des bâtis extrêmement faibles, donc ça veut dire de la terre, du sable et un tout petit peu de chaux, qui ont pu continuer à vivre avec le bâtiment. Après, en général, là on en a une devant nous, par exemple, on a une chaux aérienne. À mon avis, le NHL, il est 3 ou 3,5. Et après, le NHL 5, c'est l'équivalent du ciment. Donc aujourd'hui, quand on a une chaux hydraulique pure, et tout ça, on est très proche du ciment dans sa constitution. Alors, ce n'est pas du ciment, ça reste de la roche calcaire, mais elle a les mêmes propriétés du ciment, sauf qu'elle n'a pas les mêmes défaillances. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut très bien faire des citernes à la chaux hydraulique avec de la pierre ponce dedans, et on obtient des citernes qui résistent très très longtemps. Mieux que le ciment? Mieux que le ciment. Le ciment, Jésus, il m'a dit quelque chose la dernière fois à l'archipel, il m'a dit ciment. Écoutez, Jésus en latin, quand même. Il a mis une claque à Nono. Non, il m'a donné une parallèle au niveau de l'étymologie du mot ciment. Donc on est des latins. Cimento, c'est cimetière, ce qui est mort. Voilà, donc le ciment, c'est ce qui est mort. Et la chaux, c'est l'inverse du ciment, c'est ce qui est vivant. Génial. Parce que la chaux va continuer à vivre, va continuer à s'améliorer, va continuer à carbonater dans le temps. Et bien sûr, on a les résultats, les Romains, les Égyptiens et tous les autres qui nous ont montré que les pratiques de la chaux pouvaient être presque à vite aeternam. À l'inverse du ciment qui, lui, il est mort et il fait que se dégrader. Donc tu nous as parlé des sables, Noël. Je te laisse un petit peu nous décrire. Voir, on vous a préparé un petit échantillonnage de sable de couleur. Donc là, aujourd'hui, on est sur un sable terreux. C'est un sable qui a été fait dans les carrières de la Montagne Noire par souci d'économie de sable de rivière qui demande 1 million d'années pour être renouvelé. Aujourd'hui, on s'appuie dans nos mélanges des sables qui viennent de sable de carrière. Sauf que dans ça, c'est de la roche qui a été broyée. L'histoire, à la différence du sable de rivière qui est rond, il est angulaire. Et donc ces angles, en les mélangeant à la chaux, et si on le mélange pur avec la chaux, on a un problème de structure. Par contre, l'intérêt de ces sables, ce que je voulais vous montrer, c'est la charge fine qu'ils ont à l'intérieur. Alors attends, là bouge pas. Hein. C'est à mon tour de faire une petite
Yes. Ça, c'est cette fameuse charge Voilà, que l'on donc, n'a pas voilà, dans le sable industriel, tu Alors, dis. Quand je vous montre un sable industriel qui a été un sable qui a été lavé, un sable de rivière qui est lavé. Ouais. Et lui, il n'a plus la charge fine. C'est presque que de la silice là. Là, l'intérêt, c'est qu'on est sur de la roche broyée. Donc c'est aussi un moyen, pour revenir sur le sable et la problématique du sable. Aujourd'hui, on a un sable qu'on crée grâce à la mécanisation. Alors c'est vrai qu'il y a une industrie qui est derrière. Par contre, ça permet de préserver la ressource sable de rivière. qui est beaucoup plus... Alors celui-là, on le crée, on broie de la roche, donc on a du sable qu'on peut pendant des années amener. Bon, il y a quand même un déficit écologique parce qu'on attaque des montagnes et on creuse des montagnes pour produire ce sable. Voilà. Celui-là, le sable de rivière, c'est une ressource qui existe quasiment plus. Ouais, faut draguer tout. Donc à partir de là, aujourd'hui, nous on mélange les deux sables pour permettre d'avoir la charge fine et permettre d'avoir le sable rond et le sable angulaire qu'on retrouve. Voilà, ça c'est de la pouzzolane qui rentre dans nos mélanges pour les citernes, pour les enduits, pour les torchis, pour les dalles. Donc aujourd'hui, cette ressource, il y en a pas mal du tout. Par exemple, toutes les zones qui ont des volcans et d'autres se retrouvent avec une quantité de pouzzolane. Voilà. À côté, je vais vous montrer ça, c'est la récupération de nos enduits. Donc chaque fois qu'on fait des enduits et qu'on gratte et tout, on vient récupérer tout ce qu'on a gratté et on le garde. Et ça, pour nous, c'est comme le levain. Donc quand on mélange cet ancien enduit désactivé où il y a déjà de la chaux dedans, on va réactiver la chaux et ce qui nous permet de mettre moitié moins de chaux. Donc grâce à la récupération de nos anciens enduits, on se permet de mettre beaucoup moins de liants. Et en plus, ça amène tout plein de petites choses qu'on a récupérées dedans, qu'il y a des petites roches, il y a des charbons, il y a de la chaux désactivée. Vous avez vu là? Ouais, un peu blanc. Ouais. Et tout ça, c'est des restes qui nous permettent de recycler intégralement nos enduits. Comment? Alors attends, je vais me replacer, on va te voir. Bouge pas. Non. Comment on désactive de la chaux? Alors, la chaux, on la pose. Si maintenant on pique un ancien enduit, la réaction chimique a déjà été faite. Donc ça veut dire que la carbonatation sur un enduit d'1 centimètre ou 2, ça prend 6 mois. Mais à partir de là, il est stable. Donc si maintenant on vient piquer cet enduit, ça, on a une chaux désactivée. Si maintenant on remet de l'eau et un tout petit peu de chaux, on va obtenir une réaction chimique qui va créer de l'ammoniac. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on a réactivé la chaux. Ça nous permet aussi d'économiser le sable des enduits parce qu'on a quand même comme un levain. Chez nous, on rajoute toujours du levain. C'est un peu comme le pain. C'est pour ça que je parlais la parallèle entre la cuisine et l'enduit. Elle est flagrante. C'est presque de la cuisine ce qu'on fait. Donc, on va continuer dans notre panel de sable. Là, on est sur un sable de rivière, donc on l'a vu, sable gris, il vient de chez nous. Alors, bouge pas. Yes. C'est du sable qui a été prélevé dans l'ancien bassin de la mer dans le Lauragais. D'accord. Et donc, c'est des gravières naturelles, des sablières naturelles qui sont dans la plaine. D'accord. Donc, c'est pas un sable qui a été prélevé dans les rivières. On appelle ça le sable de Bram. Est-ce que on peut appeler ça du sable à bâtir? Alors, aujourd'hui, la plupart des maçons et de l'industrie et de tout ce qui est construit prélèvent que le sable de rivière. Ils n'utilisent pas les autres sables. D'accord. Par souci d'efficacité Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est sûr que le sable de rivière, c'est le meilleur. D'accord, quand même, malheureusement. Donc, malheureusement pour lui. Il est victime Voilà, il est victime de son succès. Là, on a un autre sable de rivière ou de gravière. Celui-là, il est roux. Oui, on dirait du sucre rouge, justement. Voilà. Alors celui-là, il vient de la vallée de Mazamet, juste à côté de l'archipel. Il est dans le... Il vient du Taurus et il descend les collines ferreuses. Donc ce sable, il a de l'oxyde de fer dedans. C'est pour ça qu'il a cette couleur roux. Et c'est pour ça que l'eau, dans certains coins de Mazamet, l'eau, elle est ce qu'on appelle, bouge pas, ferrugineuse, elle a un goût. C'est ça. C'est la même chose. Donc on voit des fois des veines dans les sources où on voit des espèces de rouille, on voit de la rouille. Carrément. Donc en fait, ce sable, il est chargé en fer. Et ça, par exemple, qu'est-ce qu'il fait de plus? C'est juste pour la couleur ou... Alors aujourd'hui, on utilise les sables que vous avez vus. Ça, c'est du sable lavé. Ouais, vas-y. C'est du sable lavé qui est l'équivalent de ça.
Sauf qu'aujourd'hui, il ne vient pas du même endroit. On voit la différence de couleur. Il est un peu plus gris celui-là et ouais, il est bien rond. Voilà. Alors si vous voulez, il y en a encore un là, à côté, on va voir avec le troisième. Il est plus blond lui. Alors celui-là, il vient plutôt du pays du Gard. D'accord. Et qui ont des sables jaunes, jaune-orangé. Donc je vais en sortir un petit peu pour voir. Encore une fois, c'est des sables lavés et il manque la charge fine. Alors attends, bouge pas, parce que là, t'en as... Vous voyez, il y a beaucoup de silice dans celui-là. Je vais me coller, bouge pas. Il a trouvé. Et ça fait plus, on dirait là, une préparation cookie. Tu sais, mais c'est ça. Donc là, après, on fera la cuisine cet après-midi. Oui, tu m'as parlé de cuisine, donc c'est vrai que j'essaie de trouver un parallèle. Génial. Donc, nous, pour pouvoir colorer nos enduits et ne pas mettre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des pigments ou des terres ou des pigments dedans, on utilise des sables de couleur. Donc, on va mélanger, selon la couleur qu'on a envie d'obtenir, on va mélanger différents sables pour avoir une couleur qui ne changera pas dans le temps. Là, ici, je vais vous montrer notre base de mélange. Ce sable, il est totalement incroyable. Bouge pas. Parce qu'en réalité, c'est un sable terreux. Ah, qu'il est beau. Il est jaune d'or. Il vient de Bagnols-sur-Cèze. Donc, nous, dans notre région, on n'a pas un sable comme ça. Donc, en mélangeant tous les sables que vous avez vus, on peut constituer des enduits quasiment... les combinaisons sont quasiment infinies. On pourrait décliner, mettre un peu de ça, on va rajouter un peu de ça. On va mettre donc ce sable, il est très important pour nous par rapport à celui-là. Celui-là, tu l'as pas montré et pourtant Alors, entre l'autre et... Ah ouais, c'est un peu... oui, c'est pas un sable ça. Ah, excuse-moi. Là, vous voyez la différence. Il y en a un qui est lavé, où il n'y a plus la charge fine. Et celui-là, il a toute la charge fine. C'est la terre dedans. qui donne ce côté. Voilà, donc c'est un sable terreux. On le voit bien. Donc c'est encore des prélèvements avec des ressources limitées, encore une fois. Donc c'est bien, nous on n'utilise qu'un seau dans le mélange, ou 2, sur 10 seaux. Et ça permet de faire les teintes. Il amène la couleur, pastel, voilà. Donc là on est sur les sables, on a fait un petit tour des sables. Maintenant je vais vous montrer les terres. Donc cette terre, on l'a prélevée il y a 1 mois ou 2, on a creusé une fondation. Et on a prélevé une argile qui elle est ferrugineuse aussi. Donc on retrouve encore cette couleur rouge qui est l'oxyde de fer. Alors on voit bien que c'est une argile quasiment pure, regardez. On pourrait faire de la poterie avec. Alors attends. Ah excellent. Bouge pas, on va le... Faut que je me fixe. Ça arrive les gens, yes. Donc cette argile elle est presque pure. Aujourd'hui on ne peut pas l'utiliser dans son état originel, à part pour faire un pisé ou autre chose. Donc d'un côté on va pouvoir lui prélever sa couleur, sa charge fine pour faire un badigeon à fresco. Donc on va obtenir cette couleur qu'on va pouvoir fixer sur l'enduit. Et elle peut être utilisée dans les mélanges, par exemple dans les enduits terre, pas plus de 20% du mélange. Le point de saturation de la terre dans un enduit terre sans chaud, donc terre-terre, c'est 20%. Le reste c'est du sable. Sinon il y a un effet de retrait. Et on se retrouve avec... On a eu comme la terre d'Afrique. Comme la terre qui a craqué, comme on voit quand l'argile se... Donc quand ça manque d'eau et que ça craque. Voilà, donc en fait, l'argile, elle a un intérêt, c'est qu'elle peut se charger 50% de son truc en eau. C'est bon à savoir. Alors, là, ici, on est encore sur des argiles. Ce que vous avez là, ici, c'est des préparations qui sont faites où il y a déjà dedans le sable et l'argile. On voit les petites paillettes. Donc ça, je sais qu'à l'époque, c'était Acter et les autres qui ont vendu des enduits terre prêts à l'emploi. Et ça, tu le trouves comment alors ça, c'est des restes qu'on a du négoce de matériaux et on avait 3 couleurs. On avait le crème, l'ocre rouge et on avait un ocre, une argile blanche rose qu'on n'a plus aujourd'hui, que je ne peux pas vous montrer. C'est impressionnant hein, que de voir tout ça. Là aujourd'hui c'est un échantillonnage. Hein. On peut très bien continuer à aller le prélever. Du vert par exemple, tu ferais comment si on te dit je veux un petit peu de vert? Alors le vert c'est une couleur, à moins qu'on trouve... on a vu sur l'enduit que j'ai montré tout à l'heure, l'enduit terre au-dessus, où on a pris la daube. Si on regarde vraiment bien, il a une note verte. Oui c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. Après toutes les couleurs flash, entre guillemets, on peut les obtenir. Il y a plusieurs techniques. On peut même utiliser le marc de raisin
On peut utiliser le marc de café. Alors On là, peut utiliser des pigments acryliques aussi. le marc de café, ça brunit bien, je présume. Voilà, parce qu'en fait, on peut très bien faire un badigeon à fresco avec du marc de café et on va obtenir une couleur un peu café au lait ou autre. On peut utiliser le marc de raisin. On peut utiliser des teintures naturelles. Donc des fois, ça nous arrive même d'utiliser du pastel. Ici, on est dans la région. Donc on est dans la région du pastel, voilà. Donc c'était faire un petit tour avec vous et vous montrer aujourd'hui qu'on peut intégrer dans nos enduits une quantité de matières différentes du moment qu'on respecte les dosages. Et Nono, je crois que c'est la première fois qu'on partage quelque chose sur Internet comme ça. Alors on me reprendra, hein, mais c'est vrai que encore une fois, je suis pas dans la construction et encore moins dans l'éco-construction. C'est impressionnant les billes que tu nous donnes. Bon Nono, on est sur un chantier et en plus tu es accompagné de Claire. Voilà, donc on est sur un chantier d'un des partenaires, Pierrot, qui est en train de réhabiliter une maison ancienne des années 40. Voilà, donc on est venu voir son chantier pour vous montrer aussi différentes étapes de la réhabilitation. Et il n'y a pas de des confrères, il y a aussi Non, voilà, donc je vous présente Claire qui a commencé chez nous il y a combien d'années maintenant? Il y a 7 ans maintenant, en 2015 à peu près. Et t'es venu pour faire quoi à la base quand tu les as rencontrés? Alors à la base c'était pour faire un apprentissage donc, dans le bâtiment. Ouais. Et je voulais de base plutôt partir dans l'éco-construction que dans le bâtiment conventionnel. Et est-ce que entre ce qu'on apprenait, est-ce que tu as vu, est-ce qu'il y a eu un fossé? Complètement, un fossé complet entre le BTS que j'ai fait et l'apprentissage avec la confrérie, ça n'avait rien à voir. C'était mieux. C'est sûr, c'était mieux, c'est vrai. Et maintenant, alors tu fais quoi avec eux dans la confrérie? Alors là, j'aide un peu au niveau des maîtres, tout ce qui est devis et un peu de facturation. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui elle s'occupe d'aller sur les chantiers, on appelle ça un commis-maîtreur. Donc c'est quelqu'un qui va faire tous les relevés de maîtrés et préparer le devis qui va permettre de chiffrer la réhabilitation d'une maison. Et oui, c'est ce que je me demandais, parce que toi, quand tu es sur les chantiers, des choses comme ça, tu peux pas être partout, il y a un moment où il faut être en... Alors voilà, donc c'est pour ça qu'on est une confrérie. Aujourd'hui, le travail de Claire est indispensable. Il nous permet vraiment, en plus elle est allée à l'école, elle est professionnelle diplômée. Et elle est aussi actionnaire de la confrérie. Ça, voilà. C'est fou. Ce qui est dingue, c'est qu'une fois que les gens ils sont sur les rails, tu dis, bon bah venez, on... Ah ben encore une fois, le principe de la confrérie, je vais le répéter, c'est de cultiver la différence pour avoir la richesse. Et donc aujourd'hui, grâce à Claire, grâce au travail de tout le monde réuni, on a des gens qualifiés à tous les postes. Génial. Claire, est-ce que tu veux rajouter quelque chose en particulier? Oh bah, pour moi, la confrérie, c'est une riche... Excuse-moi, vas-y, balance. Sur Nono. Non, bah, ça a été une riche expérience, en tout cas, d'avoir commencé et de continuer avec Nono de la confrérie. Et je vais te poser une question basique, parce qu'on doit souvent te la poser. Il y a beaucoup de femmes dans le bâtiment, où ça commence ou... Il y en a de plus en plus, en tout cas. Voilà, ça n'arrête pas d'évoluer, et donc c'est chouette. Ouais. Oui, depuis une dizaine d'années, les femmes, un peu comme les camions, pendant des années, on voyait que des hommes qui conduisaient des camions et des bus. Et en une dizaine d'années, aujourd'hui, on voit plus de femmes conduire des gros véhicules, de plus en plus. Voilà. Et nous, à la confrérie, on a accueilli différentes femmes ou personnes dans différents postes. Donc Claire, elle était dans le bureau d'études, la construction du bâtiment, toutes les charges de structure, toutes les normes. Voilà. Tu es obligé de mettre, Claire, tu es obligé d'aller sur tous les postes pour pouvoir après, quand tu arrives, avoir une idée globale quand tu rentres. Oui, bon, je ne suis pas une experte pour poser l'enduit, mais j'en ai fait un peu. Claire, au début de l'apprentissage, elle a travaillé avec nous sur les chantiers pour vraiment s'imprégner des techniques et tout ça. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, elle s'occupe beaucoup du bureau d'études, de toute la partie devis et préparation de devis. Écoute, ça me fait plaisir parce qu'on ne voyait que toi et je me suis dit c'est une confrérie solo. je me demandais. Dis-moi une petite question, les maisons comme ça, elles étaient isolées, ils faisaient comment? Non, là franchement à cette époque-là, en plus c'était des maisons qui servaient à des ouvriers. Donc c'était les propriétaires qui avaient plusieurs maisons ici et les ouvriers étaient logés dans cette maison. T'aimes bien aussi connaître l'histoire de la maison un peu. Ah, c'est important parce que pour pouvoir bien restaurer une bâtisse, c'est bien de voir de quelle époque elle est, de quelle génération elle est, comme ça on peut vraiment la soigner et travailler dessus
avec les techniques adaptées, encore une fois. Alors on voit aussi, les pierres que vous voyez là-haut, c'est des pierres d'extraction de carrière. Donc c'est le début d'une époque où, au lieu de ramasser les pierres dans les champs et dans l'environnement, ils ont commencé à s'apprivoiser dans les carrières. S'approvisionner, c'est ce que je ne comprenais pas. Sur les carrières de la Montagne Noire. Donc c'est de la pierre de Dourgne qu'on voit ici. On reconnaît sa couleur grise. Et on voit bien l'oxyde de fer qui sont dans certaines pierres là-haut. Et donc c'est un peu rouille, c'est ça? Donc il y a du fer dedans, il y a une partie de fer dedans. Et donc là on est en RT 1940, c'est ça? Alors ici on n'est pas assujetti à aucune règle de construction, parce que les RT c'est que dans la construction. Dans la réhabilitation de ces maisons, on a encore une totale liberté. En sachant que on se rapproche de la norme. Donc on va le voir là-haut, la maison isolée en fibre de bois avec un pare-vapeur et un pare-pluie, une lame d'air, mais on a 25 cm de fibre de bois qui est la limite de la RT 2012. D'accord. Ils conseillent combien maintenant dans les... Aujourd'hui, on a toujours tendance à augmenter, donc on est parti avec 15 ou 20 cm, et aujourd'hui, la RT 2020, je pense qu'on est plus de 30. Ah oui, quand même. Donc on est à la limite, quoi. Donc vous pouvez voir aussi les anciens enduits qui ont été faits, qui se sont décollés de la structure. Ah, viens, on va se rapprocher un petit peu. Alors quand tu arrives dans un chantier comme ça, faut tout enlever, faut tout décaper. Alors cette maison, on a gardé la coque, donc les murs, et tout a été refait, même les solivages. Donc le solivage a été tout repris, on va voir à l'intérieur, mais on peut voir encore l'état de dégradation du béton. Voilà. Alors je vous explique aussi, ce béton il a été fait avec du concassé de carrière, et c'est ce que j'expliquais hier, il y a des angles. Et au niveau structurel, c'est pas des sables qui sont bons pour faire du béton ou même de l'enduit. Malheureusement, parce que tu m'expliquais quand même que alors ça aujourd'hui, limite. nous on a trouvé une solution à cette problématique, on mélange les deux sables. Comme ça, on se permet d'avoir quelque chose qui est plus stable dans le temps. On utilise moins Et on utilise moins de sable rivière, encore une fois, qui est une ressource. Là, vous pouvez voir, ici à l'entrée, c'est des blocs qui ont été fabriqués ici, sur place, pour faire les encadrements. Et là, on est sur un béton de l'époque. Donc, c'est des blocs qui ont été moulés. Et ils ont créé des parpaings. Avant, c'est l'origine du parpaing, ça. D'accord, mais il est plein. Il est plein, il n'y a pas de creux dedans. Donc on peut voir aussi la problématique de cet enduit qu'on a ici, la même chose, c'est qu'en fait sa structure, il a été fait avec du sable de carrière, et donc structurellement on voit bien qu'il est en train de se dégrader totalement, déstructuré. Ouais, donc tu vas là vous piquez, comment tu retires tout ça? Alors on va piquer simplement, et après on va passer un petit coup de Karcher pour nettoyer les pierres. D'accord. Et là-dessus on va repartir sur un enduit de façade à la chaux, donc un gopti, un corps d'enduit et une finition. Chaux hydraulique. Alors, sur la base du mur, on va, je l'ai expliqué hier, on va utiliser un mélange plus fort en chaux hydraulique pour le démarrage, et plus on va avancer, plus on va être 100% aérienne. Donc on va partir avec un tiers ou moitié aérienne, moitié hydraulique en fond, donc sur le gopti et le corps d'enduit. Sur le gopti, 2 tiers hydraulique, 1 tiers aérienne. Sur le corps d'enduit, moitié-moitié. Et sur la dernière phase, on n'aura plus qu'un petit tiers d'hydraulique dedans. Ce que tu appelles gopti, c'est pour l'accroche? Un gopti, c'est vraiment l'accroche qui nous permet d'accrocher sur les surfaces lisses. Donc vous voyez, les pierres aujourd'hui, elles sont extrêmement lisses. Pour que l'enduit tienne, ben on le voit bien, l'enduit, il ne tient pas du tout sur les pierres, parce qu'il n'y a pas d'accroche. Et là, je peux vous dire aussi que c'est une malfaçon de l'époque parce que il manque du liant. Ils ont économisé à la construction et on voit encore une fois qu'ils mettaient un minimum de chaux. On voit bien que structurellement, il est en fin de vie. Ça a 80 piges presque une maison. 80 ans, mais aujourd'hui, des bâtis anciens dans le Lauragais, ils peuvent aller jusqu'à 1000 ans. Ah ouais. Donc 80 ans, 1000 ans, vu dans l'état de dégradation des enduits, tout ce qui a été fait en ciment, là aussi, regardez, on se retrouve encore avec du ciment qui a été mis sur des pierres de taille et qui sont en train de dégrader totalement. Comment tu reprends un truc comme ça? Tu casses et Alors on va enlever tout ce qui est ciment, on va enlever tout ce qui est là et on va repartir sur une base à la chaux. Parce qu'aujourd'hui, même là,
les remontées humides qu'on pourrait avoir, on le voit là, ici aussi, on va pouvoir le traiter grâce à l'enduit à la chaux. D'accord. Génial. Bon, on va rentrer, il n'y a pas trop de lumière en bas, j'espère que ça va le faire. Là, vous êtes donc dans la phase de décapage. Alors ici, tout a été enlevé, tous les solivages étaient dans un état lamentable. Donc on a changé la plupart des structures. On voit ici qu'on a gardé une partie qui était plus saine, et on a juste doublé pour créer des caissons pour pouvoir isoler. Parce qu'en dessous, on a un garage, et pour couper le froid, donc on avait parlé, le plus important c'est le toit, et le deuxième c'est aussi la remontée de froid qu'on pourrait avoir par-dessous. Donc aujourd'hui on a un système de caissons, comme on voit, avec une belle profondeur. Et là, on va remplir avec un mélange de chanvre, un peu de chaux aérienne, un mélange isolant extrêmement allégé, qu'on va venir remplir dans l'intégralité des caissons pour couper la remontée de froid. On aurait pu utiliser de la ouate, on aurait pu utiliser plein de choses. Tiens, on va rigoler, on en parlait. Est-ce que tu peux nous donner 3 conseils isolation qui coûtent rien? Rappelle-toi, on en avait parlé hier. Alors, Brian, il titille un petit peu. Alors, pour les gens qui voudraient vraiment essayer d'avoir une isolation qu'on pourrait trouver soi-même, aujourd'hui, par exemple, les feuilles de platane. Les feuilles de platane, les mairies ont un gros problème parce qu'elles ne se dégradent pas. C'est un peu comme le chanvre. Ils ont obligé de les brûler parce qu'elles se compostent très très mal. Donc la feuille de platane, on aurait pu aussi, comme on a vu à côté de l'archipel, les amis qui habitent à côté de chez Brian, qui font de la volaille, on aurait pu aussi isoler avec de la plume. Donc là, tu vas dans un abattoir, ils s'en débarrassent. Donc on va essayer de trouver une filière directe. Pour les gens qui sont dans la zone Provence et tout, on aurait pu utiliser la paille de lavande. Ah, ils s'en servent pas les gens après? Le problème de la paille de lavande, c'est un peu comme la feuille de platane et le chanvre. Elle a beaucoup de silice dans sa composition et qui fait elle a du mal à se composter. Donc on se retrouve en Provence où ils brûlent des quantités astronomiques de paille de lavande qui pourraient rentrer directement dans la composition de mélanges isolants ou même de torchis et d'autres. Bon, il n'y a plus aucune excuse, même ceux qui disent j'ai pas d'argent, il n'y a pas d'excuse. Je pense encore une fois, si les gens ouvrent un peu leur esprit et regardent, tout autour d'eux, dans toutes les régions, on a des productions agricoles ou d'autres. On aurait pu aussi faire un mélange allégé à base de copeaux de bois. Alors le copeau de bois aujourd'hui, on en avait beaucoup avant, mais l'industrie s'est encore approprié les résidus du bois de scierie pour faire des mélaminés, des bois compressés et d'autres. Et du pelé. Alors attends, on va filmer ça, juste bouge pas, je te remets bien le... Hop, c'est moi qui t'ai mal équipé, Nono, mais on t'entend. Juste, là, je vais me faire encore, parce que tu as vu en commentaire qu'il y a des gens qui titillent un petit peu. Là, je vois de l'OSB, donc ça doit être collé. Sinon, on pourrait prendre des planches directes, de la volige. Alors, on pourrait, aujourd'hui, l'OSB, la filière OSB est en train de, encore une fois, les produire à l'extérieur de la France. Et aujourd'hui, il a triplé. L'OSB a triplé. Ah ouais, donc c'est presque le prix du Donc c'est massif. presque du luxe aujourd'hui, en sachant que c'est un produit qui nous facilite le travail parce que il est plus rapide à la mise en œuvre, mais on aurait pu très bien utiliser simplement des planches, de la volige classique, voilà. Ça reste quand même moins cher là que du massif encore ou Non, aujourd'hui une volige ça vaut 3 fois moins cher. Ici on est sur les murs qui ont été piqués, ouais. Donc ce qu'on voit là, c'est la première couche que je vous ai expliqué, qui est le gobti, qui va être la couche d'accroche qui nous permet d'accrocher réellement sur les zones, sur les pierres et sur toute la surface. Après va venir ici, l'électricité va être posée en direct, et dessus va venir l'enduit chanvre qu'on a préparé hier, et qui est un enduit isolant à base de chanvre, de chaux aérienne et de pierre ponce. On montrera à la confrérie comment ça. Voilà, donc ici on va se retrouver avec au moins 5 cm d'enduit chanvre, plus une finition à la chaux. Dis-moi, petite question, le gobti, c'est fait avec quoi? On risque de le demander. Là, c'est un chaux sable. Avec... En fait, le gobti, il est hyper liquide et un tout petit peu plus gras que le mélange qui va aller. Quand on dit un peu plus gras, c'est qu'il y a un peu plus de liant. Pour le projeter aussi. Voilà, et c'est une technique où il est presque liquide et on vient le claquer pour vraiment avoir cette accroche mécanique et chimique. Parce que vous devez comprendre, pour les enduits, il y a 2 notions importantes.
c'est la chimie. Donc, les couches doivent être compatibles les unes avec les autres. Par exemple, la chaux et le ciment, c'est difficilement compatible. Voilà. Ça veut dire que, on le voit par exemple, si on met du ciment sur un ancien enduit à la chaux, on va créer une problématique et à un moment le ciment va se décrocher parce qu'il n'a pas la même densité et pas la même chimie. Ici, ce que vous voyez aussi, c'est l'accroche mécanique qui est importante pour que les enduits durent dans le temps. On voit tous ces petits cailloux et tout ça nous permet d'avoir une accroche mécanique cette fois-ci pour que les couches se lient les unes entre les autres. Excellent. Donc là, la prochaine phase, c'est l'enduit chambre. Et après, on peut faire une finition, comme on a vu au dépôt. Une finition où carrément, on peut passer, on peut avoir de la chaux, de la terre, un chauplâtre, des badigeons à fresco et d'autres. Donc là, on est sur des anciennes cloisons simples, en plâtre. On voit bien qu'ici, ils ont enlevé l'ancien papier peint, on a encore une petite trace. Là, on a des techniques très particulières pour faire des enduits sur les anciens plâtres. Donc on recommence, on a besoin d'une accroche chimique et mécanique. Donc pour pouvoir mettre des enduits à la chaux sur des enduits, sur des plâtres anciens, on va utiliser un mélange de plâtre ou de colle de carreaux de plâtre et on va repasser une couche intégralement sur le mur et on va utiliser des petits peignes à carrelage et on va créer une accroche mécanique pour qu'en réalité on puisse accrocher un enduit à la chaux parce qu'on passe du plâtre, quelque chose de très lisse, du plâtre avec une chimie particulière à une autre chimie qui est la chaux. Et donc la couche intermédiaire, l'accroche chimique et mécanique, elle est très importante, sinon vos enduits vont se décoller du plâtre. Et on peut se prendre tout. Non, ça veut dire que c'est pas durable, on va entendre des endroits où l'enduit n'a pas adhéré et c'est séparé de trucs. Donc, là pour le confort, excuse-moi Nono, combien il y aura de centimètres en là on va rajouter simplement 5 mm d'accroche et après on a une finition à la chaux qui peut être posée directement. Donc là on est en 2 passes, que là on est à 3 passes. Et par exemple sur ce mur, il y aura combien de centimètres de plus? Alors je vous explique quand même que ici ça c'est un mur de refend, donc c'est un mur qu'on n'isolera pas et c'est pour ça qu'on ne met pas d'enduit chambre dessus. Donc, sur toutes les anciennes maisons en pierre, tous ces anciens bâtis, aujourd'hui, on recrée une coque chambre sur toute l'intégralité des murs extérieurs. Tous les murs qui vont être au contact des intempéries et de tout ça, on va mettre une coque chambre intégrale. Donc tout ça, tous les murs extérieurs vont être recouverts de ce fameux isolant, de cet enduit isolant à base de chambre. D'accord. C'est bien, c'est que là on voit vraiment le début parce que c'est bien de montrer des façades terminées. Alors là on est dans une phase où je dirais que le gros œuvre est passé et on est sur le second œuvre. Donc si vous imaginez aujourd'hui, ici tout ça c'est rempli avec un béton, pas un béton, un torchis, un mélange chambre allégé, avec un peu de chaux aérienne pour encore empêcher les animaux de venir dedans. Et aussi parce qu'elle est très légère la chaux aérienne. Exactement, et elle continue à assainir. Ça veut dire que la chaux, elle est fongicive, et donc tous les petits champignons, les moisissures et tout ça, eh ben, ils supportent pas la chaux. Donc là, on est dans les combles, Nono. Voilà, donc on est arrivé au second niveau de la maison. Ici, vous voyez une belle charpente en peuplier de pays, avec des bois encore, où on tolérait les flashs. Aujourd'hui, les bois de Syrie n'ont plus les flashs naturels comme on pourrait voir. Donc on voit encore un morceau de l'écorce d'origine de l'arbre. Moi, je trouve ça beau, ça donne de l'âme à la toiture. Donc une belle ferme en peuplier d'époque. Dis-moi, petite question, parce que on en a parlé aussi vite fait. Ça, c'est un pare-vapeur. Alors là, on est en train de voir, de ce côté-là, regarde Brian, il y a un système de caisson et il y a 25 cm de fibres de bois ou de laine de bois qui ont été mis dedans, dans un système de caisson où ils ont croisé. Donc il y a 2 épaisseurs dans un sens, plus une épaisseur dans l'autre sens pour enlever les ponts thermiques. Génial. Et est-ce qu'il y a un équivalent, parce que je connais des gens qui veulent toujours pousser. Le pare-vapeur, c'est par un souci d'efficacité, de rapidité. Pourquoi aujourd'hui, les films pare-vapeur, donc celui-là c'est le pare-vapeur et le pare-pluie qui est au-dessus, sont perspirants. Donc ça veut dire que c'est des matières qui continuent à respirer. Et donc si maintenant la laine de bois aurait une charge d'humidité, elle peut être évacuée. Parce que là vous voyez,
il y a une lame d'air qui est créée pour permettre que la condensation, si l'isolant se met à condenser, il est ventilé par la lame d'air qu'on a là. D'accord, je comprends. Donc ces produits sont certes industriels, mais ils ont quand même une utilité. Parce que on aurait pu le faire sans. Avant, à l'époque, on utilisait des papiers craft. Avant le parc. C'était aussi dans l'intérêt de ne pas avoir de poussière. La poussière fine, pour éviter qu'elle pollue l'environnement. On rajoute ce film, il a deux intérêts. L'intérêt de la vapeur et l'intérêt aussi d'enlever la poussière résiduelle de la fibre de bois. Donc je répète, on a 25 cm qui est la norme RT 2012. Mais là, on peut se permettre parce qu'on est sur de la rénovation et pas de la construction. En sachant qu'encore une fois, la norme, certes, elle profite aux industriels, mais elle a aussi une cohérence parce qu'aujourd'hui, si on veut vraiment isoler les maisons, je l'ai dit la dernière fois, on doit mettre le paquet en haut. D'accord. Et là, on peut plier. C'est toi qui as refait. Ah, c'est vous qui avez refait la charpente. Alors ici, non, la charpente est d'origine, à part les deux liens que vous avez rajoutés là. Attends, je vais me rapprocher, on t'entendra, Pado. Voilà, je vous présente Pierrot, alias Pado. Voilà. Et alors Pierrot, raconte-nous un peu ton histoire avec Nono, parce qu'on a découvert le personnage, mais il m'a dit, attends, c'est un des premiers qui m'a... Effectivement, moi j'ai commencé avec Noël il y a maintenant 18 ans, voilà, avec son frère au début, quand il avait monté l'entreprise avec son frère. Moi j'ai commencé, j'avais 14 ans. Et maintenant, tu as ta société ? Et maintenant, je suis à mon compte, ouais. Voilà, je suis à mon compte depuis une petite dizaine d'années. Et par rapport à la confrérie, tu me disais, toi, Nono, que c'est juste un pacte d'esprit, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Voilà, on est partenaire, on a un partenariat. Je suis indépendant et voilà, après, on travaille ensemble sur certains chantiers, ponctuellement. Voilà, quand Noël a des choses particulières à faire, moi c'est les coups de main l'un l'autre côté plutôt. Pour faire une parallèle, en général les jeunes sont formés à la confrérie, ils passent 2 ans d'apprentissage, plus quelques années à finir de se former, et la plupart, quasiment tous, se sont installés après. Donc aujourd'hui, ils sont tous indépendants, on a la structure mère qui forme et qui garde les anciens. Et la génération entre deux, ceux qui sont formés, sont tous indépendants. Pado fait partie du grand réseau de la confrérie. D'accord. Et toi, au bout de combien de temps t'as créé ta société après avoir été formé ? Moi, ça faisait une petite dizaine d'années, je pense, que j'avais commencé quand je me suis monté à mon compte. Sauf que bon, entre-temps, je suis parti en voyage, je suis un peu explorer le monde pendant quelques années. Voir d'autres structures. Voilà, exactement, ouais, d'autres techniques. J'ai travaillé en Amérique du Sud. Ah, j'allais te demander où justement pour savoir. Et c'est quoi là-bas qui est vachement le plus employé Alors c'est beaucoup la terre au niveau construction écologique. En Amérique du Sud, c'est la terre qui est en vogue. Voilà, les terre-paille, les techniques de terre-paille allégée. Tu maîtrisais déjà ici, tu as déjà dû en voir, non ? Du terre-paille un peu, mais je me suis peaufiné un peu en Amérique du Sud. Ouais. Et on était quand même plus à travailler le chanvre. On était plus axé sur le chanvre. Qui a moins de succès en Amérique du Sud, le chanvre ? Alors en Amérique du Sud, ils ont pas encore développé trop la culture du chanvre. Enfin, en tout cas, ils l'ont laissé à l'abandon. Donc on a du mal à se procurer le chanvre transformé comme on le trouve ici, la chènevotte, le chanvre défibré. C'est bien d'avoir ce retour. Donc voilà. Après, c'est vrai que là, il y a aussi une différence de moyens et d'industrialisation de la chose, quoi. C'est vrai que le terre-paille, ça demande très de moyens, quoi. Et le terre-paille reste à une technique qui est démocratisée dans le monde entier. Ouais. C'est vraiment une technique appliquée dans tous les pays du monde. Par exemple, dans les pays asiatiques, c'est avec la paille de riz. Et on peut aussi faire alors avec tu disais tout à l'heure, la paille de lavande alors. La tige, je sais pas comment on dit. Mais... Si, la tige de lavande, aujourd'hui, c'est un produit, encore une fois, qui est rempli de silice, comme le chanvre. Donc on peut se permettre aujourd'hui de faire ce qu'on fait avec le chanvre, on peut aussi le faire avec la paille de lavande. Ok. Alors toi, c'était plutôt charpentier à tes débuts. C'est quoi ta spécialisation Alors moi, c'est les enduits à la chaux. Voilà, moi, je me suis spécialisé dans les enduits à la chaux.
D'accord, donc. Tout ce qui va être enduit extérieur, façade, comme intérieur, voilà, ça offre les enduits à la chaux énormément de possibilités, de finitions différentes. Souvent avec du chanvre, alors. Avec du chanvre, mais ça peut être avec plein d'autres choses. Avec de la poussière. En sachant que dans la confrérie, chacun a choisi sa partie qu'il aime le plus. D'accord. Ouais, Donc chacun, on est tous polyvalents parce que Pado, il connaît aussi la couverture, il connaît aussi plein d'autres choses, mais chacun a des spécialisations. Donc la spécialisation à Pado, et vous le verrez peut-être tout à l'heure, c'est les enduits à la chaux et tous les dérivés. Parce qu'on parle d'enduit à la chaux, mais ça implique... Il y a des centaines et des centaines de possibilités de finitions différentes. Nono, Oui. encore un confrère, Albin. Tu peux nous le présenter après, Albin? Alors je vous présente Albin, le fils à François. Donc vous avez entendu parler de François, on a vu un peu sa maison. Voilà, donc c'est Albin, il va nous dire son parcours au niveau de la confrérie. Bon, ça fait, je suis depuis que j'ai 14 ans que je travaille avec Noël, j'ai appris le métier. Combien d'années alors à ce moment? Ça fait 11 ans, 12 ans, 12 bientôt. ans. Et Voilà. combien de temps vous avez bossé ensemble? On a bossé, c'était plusieurs périodes différentes. Il a fait son apprentissage à la confrérie et je pense qu'on a bossé à peu près 1 an ou 2 encore ensemble. Après l'apprentissage, voilà. Donc, quelque Et chose comme ça. Pierrot qu'on a vu tout à l'heure, il est aujourd'hui indépendant. Voilà, je suis auto-entrepreneur et je fais des petits chantiers par-ci par-là et j'aide Nono sur ses chantiers aussi de temps en temps. Voilà, encore un partenaire. Et c'est quoi ta spécialisation? Les enduits, surtout, voilà. Oh bah ça tombe bien. Voilà, surtout les enduits et la maçonnerie, quoi. Ok, je peux vous suivre si vous voulez, en plus il y a du soleil. Alors, on va vous préparer un petit enduit, on va utiliser les espaces qui nous restent et avec Albin, tous les deux, on va vous faire une petite démonstration d'enduit. Je me permets juste, à l'heure tu en parlais sur le chantier, est-ce que tu peux nous dire, là je vois qu'il y a comme des stries pour que ça accroche? Alors, on revient au chantier qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'on a là, c'est une accroche qui nous permet de pouvoir poser les enduits dessus. Donc, on a une accroche chimique et mécanique. Donc, ce qu'on voit, les petits traits qu'on voit ici, nous permet que l'enduit va venir se loger dans les interstices et permettre de bien adhérer d'une couche à l'autre. Génial. On va voir Allez, viens, Brian, on va aller allez, voir. je vous suis. Donc là, c'est cette technique chaud-chambre qu'on va voir? Non, c'est un chaud-sable. Préparer un chaud sable basique et on va vous préparer un mélange de couleurs qu'on va extraire des argiles naturelles du Lauragais. Donc chaud sable, excuse-moi, ça permet de faire de l'extérieur? C'est un enduit, on va parler d'un classique. Donc on part sur un mélange 3 pour 1. Excuse-moi, je vois qu'on voit le barbecue derrière, je me rapproche. Bah, écoute, ça c'est le repas de midi. Le repas de midi, vas-y. Alors Albin, on va faire 3 seaux. 3 seaux. On fait Donc, 3 seaux, un seau et demi, un seau et demi. Voilà. Donc on va partir sur un sable jaune qu'on a vu, qui est très intéressant parce qu'au niveau de sa charge fine, il nous permet d'avoir plus de crémeux. Rappelle-moi d'où il est ce... Ce sable, il vient de Bagnols-sur-Cèze. C'est le sable le plus loin qu'on utilise chez nous. Par contre, il rentre dans presque tous de nos mélanges. D'accord. Tu peux nous dire, rappelle-moi un petit peu les dosages et tout? On fait un 3 pour 1, donc 3 doses de sable pour une dose de chaux. Ça peut être des volumes différents. Ça peut être un verre, ça peut être une poubelle, ça veut dire c'est toujours, on parle de proportion. Voilà. 3 pour 1. 3 pour 1, 3 portions de sable pour une portion de chaux. Donc là je vais faire 1,5 avec 2 sables de couleurs différentes. Donc là, un demi? 1,5, j'ai mis de sable jaune là, ce sable jaune. Et après, qu'est-ce qu'on va mettre? On va essayer le... Je vais essayer de mettre d'autres sables. Et voilà, je vais mélanger 2 sables de couleur. Alors je vais choisir, je sais pas, peut-être celui-là. Ça c'est un tamisé, on va essayer avec le marron, le roux là. C'est quoi ça, Nono? C'est le sable de carrière? Ouais, c'est le sable de carrière. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme autre sable? Le sable de carrière c'est pas terrible en grosse quantité. C'est un sable de carrière, oui, Qu'on utilise en très petite pour en quantité. mettre un tout petit peu dedans. Ouais, mais pas un seau et demi quoi. Non, mais un demi-seau. Un demi-seau, allez, on met un demi-seau. Voilà. Et là, c'est plus pour obtenir une couleur... Ça donne de la couleur, ouais, vachement. Mais après, niveau structurellement, c'est pas terrible. Du coup, faut pas trop en mettre, quoi. Juste
justement, on a vu une réalisation qui était faite que avec du sable de carrière. Et on a vu l'état au bout de 80 ans. Voilà. Donc là, ouais. Alors, je vais m'allumer. On va préparer la matière avec un mélangeur. Ok. Hop. Et dedans le sable, qu'est-ce qu'on met? Un peu de couleur, il n'y a pas un truc un peu rouge, un peu... Non, ça c'est... Ça, c'est de la terre. Ça, c'est un pont de Larne. Ça, c'est le donc fond de l'Arne. On met ça. De la C'est bien vallée ça. du Taurus. Voilà. Génial. Le sable roux. C'est pas très coloré, mais. Donc là, on est à 3 seaux. On est à 3 seaux. Bon, on va mettre de la chaux entre les deux pour que ça se mélange bien quand même. Voilà, donc on va préparer. Avant de mettre le dernier seau de sable, on va mettre notre seau de chaux. Alors, on est d'accord que la chaux, normalement, c'est avec des gants. Là, c'est parce que tu me fais la démonstration, mais... Ouais, bon, tant qu'il n'y a pas d'eau, ça brûle. Tant qu'elle n'est pas en contact avec de l'eau, elle brûle pas tant que ça. Elle s'active pas, quoi, on va dire. Alors là, j'ai de la chaux hydraulique blanche. On va faire moitié-moitié avec de la chaux hydraulique blanche et de la chaux aérienne. Pour quelle raison? La chaux hydraulique, je la mets pour que ça aille un peu plus vite et que ça sèche un peu vite que notre enduit, qu'on puisse le finir aujourd'hui. Enfin, assez rapidement, quoi. La chaux aérienne met plus de temps à sécher. Donc, tu as mis 3 seaux. Tu vas mettre 3 seaux de... Non, je vais mettre un seau. Un seau, d'accord. Donc je fais un demi et un demi. D'accord. Et la chaux aérienne est vachement plus agréable à travailler. Et vachement plus naturelle aussi. Pour quelle raison? Elle a moins d'impact au niveau du carbone parce que la cuisson est moins chaude déjà. Et elle consomme du dioxyde de carbone en séchant. C'est ça qui est magique avec la chaux aérienne. Tout le dioxyde de carbone qu'elle rejette, qu'elle produit à la production, elle le absorbe en séchant. Donc c'est neutre au final. Donc Nono c'est nous neutre disait. au final. Voilà. Ça c'est cool ça. Ça a zéro impact. Hop. Et je vais mettre mon dernier seau de sable. Tac. Là on va mélanger un peu à sec. Voilà, faut que ça fasse une belle boule, que ça soit bien crémeux. Là il est nickel. Hop. Ça va? Bon, et bien on va l'étaler maintenant. Et bien voilà. Il est prêt. Juste, dis-moi si j'ai compris. Là, quand tu as fait avec la truelle, je sais pas si... Ouais, c'est une truelle que Alors, tu on peut aussi faire avec le doigt. Voilà. Regardez. Et là, c'est pas très vraiment grave quelque pour chose. le... Attends, je vais me rapprocher, rappelle-toi. Attends, faut attendre 2 secondes. Je me mets dessus. Bouge pas, Nono. Ça va se mettre. Ouais, super, on le voit bien. Voilà, on a une belle granulométrie. On voit bien que tous les éléments ont fusionné. Ouais. Et on a une belle pâte. Pour toi, ça, c'est vraiment un truc à appliquer. On parle souvent de pâte. Donc on revient encore au terme de cuisine. La cuisine et la maçonnerie, en tout cas la maçonnerie à la chaux, c'est très proche de la cuisine. Là, on est d'accord que là, c'est parce que tu testes, mais tu m'as toujours dit, dès que c'est un peu humide, faut faire attention. Alors là. je nettoie tout de suite mon doigt, mais ça nous permet d'avoir une bonne sensation. Si je Ça, fais la c'est même important. chose avec un gant, je ne pourrais pas ressentir la pâte. Voilà. Albin, tu confirmes? Carrément. Carrément. T'as un support prêt. T'as de la matière prête, mais maintenant, il faut quand même un peu d'outils. Tu peux nous faire un un choix laïus? d'outils sur la matière qu'on travaille. Aujourd'hui, on a des truelles en inox qui permettent qu'elles ne rouillent pas et qui sont beaucoup plus
beaucoup mieux pour les enduits. Parce qu'aujourd'hui, on peut acheter des outils, des truelles en fer, mais on verra bien qu'elles rouillent. Donc elles laissent des traces sur les enduits et elles sont beaucoup moins lisses. Donc là, on a une truelle carrée parce qu'on va faire une pose sur une surface plane. Si maintenant on était sur un mur ancien ou sur un bâti-pierre ou autre, on utiliserait des truelles rondes qu'on a vues tout à l'heure. Ok. Ouais, je vois que tu as plein de trucs dans la boîte à outils. Je vais faire l'enfant, tu sais, avec les jouets et tout. Alors après, Alors Albin, tout dépend, ça on s'en sert vraiment pour étaler les enduits quand on fait des façades. Ça va nous servir comme une truelle, c'est une grande liane qu'on se sert pour étaler sur les façades quand c'est des surfaces planes aussi. Voilà, après on a notre truelle et ça c'est les taloches. Ça, les taloches, ça nous permet de faire la finition, de redresser le mur et de faire la finition. En fonction des finitions qu'on va faire, on va utiliser des taloches différentes. On a la taloche bois, la taloche plastique, il y a les taloches éponges, il y a même des taloches en polystyrène, il y a plein de sortes de taloches. Et après, on peut aussi faire des enduits lissés, où là, on taloche et après, on repasse avec une liane pour le relisser encore derrière. en sachant qu'aujourd'hui, l'effet de talochage sur un enduit à la chaux, ça le permet de resserrer la matière. Ça range les grains de sable Donc, bien. voilà, il y a un entre eux. effet de répartition sur la matière qui augmente sa dureté. Ça bouche les pores, si je dis Voilà, pas. ça permet de vraiment resserrer. On appelle Resserrer, ça. voilà. Et ça le rend vachement plus dur. Que si on passe pas de taloche, on a un enduit beaucoup plus tendre, quoi. Dis-moi, Albin, toi quand tu as commencé, à partir de combien de temps on se sent à l'aise quand on touche la matière? À partir de combien de temps Nono il t'a dit vas-y débrouille-toi, maintenant tu maîtrises? Autonome, déjà au bout de 2 ans, tu arrives quand même à te débrouiller, mais pour être réellement vraiment autonome, il faut 5 ans pour moi, je pense. Voilà. En sachant que moi je me rappelle quand il était apprenti, la visite de stage du maître d'apprentissage qu'ils avaient à Toulouse, il est venu et déjà les 6 premiers mois ils étaient déjà en train de faire un enduit tous les deux avec l'autre apprenti de la même cuvée. Voilà, et le maître d'apprentissage a été vraiment surpris parce qu'ils avaient ça, ils avaient la fibre. Voilà. C'est des jeunes qui avaient la fibre pour l'enduit, on le voit bien parce qu'aujourd'hui c'est vraiment devenu des pointures. Albin, maintenant, on y go, je te suis là-dessus. Fais comme tu veux, moi je vais tourner, donc ne t'inquiète pas par rapport à mon positionnement. Ok. Là, ce qu'on appelle, c'est quoi? C'est du banchage, c'est de l'enduit? C'est de l'enduit. Là, on fait un enduit. Un enduit simple. Comme on ferait un enduit de façade ou même un enduit intérieur d'ailleurs. Alors, Nono, toi, n'hésitez pas, quand tu fais, peut-être que toi tu seras concentré, n'hésite pas à nous traduire un petit peu Alors tout. on va laisser poser un peu de matière et on va réagir après. Génial. Eh ben écoute, Allez, parti Albin. Non, mais c'est bon. Donc là, il est en train de passer pour harmoniser le support, pour avoir une passe. Ce qui est important avec les enduits, c'est l'épaisseur qu'on va poser. Ça, c'est très important. Parce que si c'est trop fin, ça va pas. Et si c'est trop épais, ça tombe. Ça fait. et alors tu conseilles quoi? Bah on va regarder. Alors là, on va sur une pause où on s'est mis d'accord sur une pause d'1 centimètre. Ok. Donc c'est une moyenne. Encore une fois, il n'y a pas d'absolu, je répète. Ça peut être de 0,8 à 0 à 1,2. On parle en millimètres. Donc là, la première étape, ça s'appelle la pose. Donc il va poser la matière. C'est ce qu'il est en train de faire. Ok. Donc là on est d'accord. On s'en fiche que ce soit que ce soit bien plat et tout. Là c'est vraiment de l'application. Alors c'est vraiment l'acte de pose. Après on va s'occuper de talocher et de régler le support pour être le plus rectiligne possible. Ok. Ce qu'on appelle un dressage. Voilà. Et après on s'occupera d'une finition qui pourra être différente. Si tu as, imaginons, allez, on va dire 10 cm, tu t'y reprends combien de fois sur ce genre de choses? Un enduit de 10 cm, ça n'existe pas. Le maximum de la pose qu'on pourrait avoir, en tout cas sur les enduits chaussables, avec une granulométrie à 0,4, c'est 2 cm. Maximum. Voilà. Au-delà de 2 cm, on a des retraits de matière. Et ça on l'a vu quand Et on voit des fissures qui se créent. dans la véranda avec Jésus, j'ai compris Voilà. tout de suite le truc, ouais. Bon, en général, on aurait mouillé, mais ce support-là pompe très peu. Si on veut que ça sèche un peu,
On n'a pas mouillé, mais en général, il aurait fallu qu'on mouille notre support. Que les gens y comprennent. Ouais, Oui, comme ça on pourra le travailler dans la foulée. voilà. Ça tire quand même un peu, quoi. J'aime beaucoup déjà la couleur et la texture. T'as vu cette pâte, elle est magnifique. Ça c'est un enduit pour moi standard. Il va très bien dans le lauragais parce qu'il rappelle les terres du lauragais. Un beau soleil. Elle est bien, ouais. Ça tire ou pas? Un peu. Quand tu dis ça tire, Ça veut dire la réaction se fait, c'est que le support va pomper l'eau. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir travailler, Talocher notre matière. on va pouvoir la talocher. Ça veut dire que ça sèche, quoi, en gros. ok. Ah ouais, n'hésitez, les termes et tout. Et est-ce que Nono il est toujours comme ça, il dit vas-y je te laisse faire et en fait il arrive toujours avec la... Non, non. Nous, on travaille en équipe et on est tous ensemble sur la réalisation. Donc là, je fais un dressage dans le frais qu'on appelle. Parce que la matière est déjà en train de tirer. Et là, j'appelle l'eau à venir sur l'extérieur pour qu'on ait une meilleure finition. Et on bouche un peu les trous au passage. Hop. Hop, voilà. Allez, Albin, on la suite. Moi j'aime bien ce côté équipe quoi. Ah ben nous, là-dessus, en enduit, c'est rare. On peut pas faire des enduits tout seul. Ou en tout cas, pas des grandes surfaces. Et ce genre de choses, si vous êtes deux, vous en Aujourd'hui, on peut faire un mur de 30 mètres carrés à deux. 20 mètres carrés par personne, on arrive à faire. Ouais, hein. alors nous, on arrive à faire des façades de 150 mètres carrés dans la journée. Mais on réunit presque tous les maçons de la confrérie. L'intérêt de faire ça, c'est de ne pas avoir de raccord. Oui, Voilà. parce que je présume, là on est quand même sur des couleurs. Si tu avais à refaire la même chose, obtenir la même couleur, Ah non. Ben là, on connaît notre mélange, tant qu'on retrouve nos Donc on a stars, bloqué le mélange, normalement, il n'y a pas de problème. ah ouais. Voilà. On sait qu'on a mis un seau et demi de jaune, un demi-seau de carrière. C'est pour ça qu'on utilise des proportions et on demande à tout le monde d'être rigoureux dans les proportions. Alors j'espère que, parce que vu qu'on a un peu d'ombre, bon les gens verront bien Allez. la couleur ici. Ça tient quand même sur ce support. Mais en finalement. fait, il va te rendre de l'eau après. Ouais. Non, mais il tire tout tranquille, ce support-là. Là. Faut aller quand même assez vite parce qu'il y a un moment où c'est la matière qui Alors décide. là, on n'a pas mouillé, mais normalement, en mouillant, on a beaucoup plus de temps. Alors, ça, c'est assez complexe. Savoir quelle quantité d'humidité on a besoin dans le support pour pouvoir avoir le temps de le travailler. En fonction du support, ça diffère complètement. Donc là, on remet un talochage dans le frais. Voilà. Et maintenant, il y a cet effet. Là, j'ai fait qu'un dressage. Après, on va talocher le support. Tu sais que là, ce que vous me montrez, ça va m'être extrêmement utile pour la Mais suite. c'est exactement ce qui doit être fait chez toi et sur la plupart des bâtiments. Et là, on va parler un peu de sous. Un crépi, c'est 25 kilos de crépi, c'est dans les 40 €. Là, on n'y est même pas, là. Alors nous, en faisant nos mélanges nous-mêmes, on permet vraiment que ça coûte pas très cher. Les gens aiment bien des ordres d'idées, pas avec tes prix parce que toi tu dois acheter en quantité. Quelqu'un qui irait au plus cher dans les magasins entre la chaux aérienne, chaux hydraulique, ça plus... Alors le problème aujourd'hui, on revient aux produits industriels que font Lafarge et les autres, et on se retrouve avec des enduits qui sont préparés à l'avance. Par contre, il y a beaucoup de pétrochimie dedans. Donc il y a des additifs qui ne servent à rien, qui sont additionnés dedans pour être mécanisés. Donc passer par des machines. Nous, à la confrérie, on fait que des poses manuelles. Donc on pose avec des taloches et des truelles. Et des lianes et tout le reste. Parce que ça pourrait être projeté, ce genre de choses. Alors, aujourd'hui, la chaux comme celle-là et tout, elle a du mal à passer dans leur machine de projetage d'enduit parce qu'elle est mal calibrée. Donc ça finit, ça fonctionne pas et souvent le mélange est un peu gras aussi. Donc ils se permettent d'aller plus vite avec leur machine parce qu'ils ont incorporé dans l'enduit plein de pétrochimie. Des additifs. Alors là, avec Albin, on va continuer à avancer parce que ça va tirer.
Donc là, Albin, tu as pris une taloche plus petite encore. Voilà, je repasse un dernier coup partout pour enlever tous les derniers petits défauts qui restent. Tu vois, il recrache de l'eau là. Ouais. C'est bien que ça recrache de l'eau? Ben, en fait, il y a une double prise. Grâce à la chaux hydraulique, il y a une première prise, après il relâche de l'eau, et la deuxième fois, il sèche. Donc c'est grâce à la chaux hydraulique qu'on a cet effet. Si on n'avait que de la chaux aérienne, on aurait un tirage direct. Et en plus, par gravité, l'eau de l'enduit qui est en haut est en train de redescendre. Et donc c'est pas visible, et ça veut dire qu'il réhumidifie l'enduit en bas. On voit qu'on arrive à réduire la granulométrie. Et en même temps, je réexplique, ça permet de durcir l'enduit et d'être plus résistant aux impacts. Tu sais quoi, de vous voir faire là, moi j'avais déjà testé avec le Père Jésus. De vous voir faire, j'ai envie de m'y mettre, mais rapidos, j'ai intérêt à finir de creuser. Non mais faut que je termine. Ah ouais. Ah non mais grave. Puis le... c'est beau. Ah ouais. Elle est belle, hein. Alors encore une fois, je répète, on n'a pas mis de colorant. C'est que des sables de couleur et des terres et des terres. Donc on n'a pas d'effet de dégradation dans le temps. On n'a pas d'effet de perte de couleur qu'on aurait avec des pigments. Est-ce que le soleil qui tape, ça change pas non plus la couleur? Non, par contre ça accélère le tirage, on a bien vu, on est en train de suer. Non mais je parle après dans le temps, genre sur 10 ans, est-ce que... Non. Souvent le crépi, on dit qu'il faut le refaire dans les maisons, au bout d'un moment, ça peut... Moi je dirais que les enduits à la chaux bien faites, ils sont là pour une bonne centaine d'années. Au minimum. Donc tu le fais une fois quoi. Et après, une fois dans une vie. Alors Albin, il va redescendre en partant du haut pour ramener l'eau jusqu'en bas. Là, le fait de faire ça, l'eau par gravité... En fait, il est en train de stimuler l'enduit, donc il fait venir l'eau vers l'extérieur, et en talochant vers le bas, il est en train de ramener... Voilà. Moi, ce que je trouve génial, c'est que le fait que tu l'aies expliqué aux autres, tu es à l'aise là pour nous expliquer tout ça. C'est ça qui est génial. Bon, là, on est vraiment dans le cadre de mon travail, qui est maître d'apprentissage et tout ça, et c'est mon rôle de transmettre et d'apprendre. Oui, mais attends, tu me hausses la main. Regarde, attends, t'es rougeau là. Ben ouais, on est en plein soleil, on a forcé un petit peu. Voilà, donc je pense que pour la première étape, on est bon. On y reviendra tout à l'heure pour vous montrer comment on incorpore une couleur à fresco. Nono, maintenant ça a séché, on fait quoi? Alors, on va préparer, on va extraire de l'argile naturelle du Lauragais les couleurs pour faire un badigeon à fresco sur l'enduit qu'on a fait ce matin. Et là, on est d'accord que ça restera... C'est immaculé, ça veut dire qu'on fige dans le temps la couleur. Donc viens voir Brian. Allez, vas-y. Là, on a un jaune qui vient de la colline de Cambiac. Ouais. Celui-là, il vient du bord de Saint-Ferriol. Ouais, donc vraiment à côté. Celui-là, il vient de la carrière de Saint-Amancé. Ouais. Et celui-là, il vient sur les collines en direction de Villefranche. Donc c'est vraiment pas loin tout ça. Donc on est sur une argile, on est sur des terres naturelles qu'on a extraites directement dans le sol. Et ça va être... c'est l'enduit, c'est le... Alors, ça, c'est juste la couleur. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on extrait la couleur. Donc on va faire une extraction de couleur à travers l'eau. Déjà, on voit le fait de le mélanger à l'eau. On voit... Eh ouais. Donc maintenant, Brian, on va remuer tout ça pour faire monter la charge fine et faire monter la couleur. Regarde. C'est la charge fine qui colore? Donc c'est les micro-particules d'argile qu'on veut récupérer. Regarde, la couleur, elle monte là. Donc maintenant, on va faire un système de décantation. Donc je vais faire tourner mon seau. C'est quand même d'une simplicité déconcertante, non? Ah là, ça vaut pas d'argent. Franchement, et je pense que si vous avez une terre argileuse autour de chez vous, ben, extrayez la terre et essayez. Pas vu à la télé, ça. Donc là, maintenant... Attends, je monte juste, excuse-moi, tu vas un chouïa vite, je monte quand même le... Vraiment, tu... Donc, les sables et la granulométrie lourde va tomber au fond. Et tout ce qui est pigment va remonter.
Donc là maintenant, Encore une recette de cuisine. voilà. Regarde la couleur. Attends, on va montrer. Ouais, c'est fou. Et est-ce que la couleur qu'on voit là, ce sera vraiment la couleur qu'on va voir après sur le mur? Elle sera quasiment identique. D'accord, là il n'y a plus de... La chaux, elle est Non, déjà elle ne ancrée. perdra pas 10% de sa couleur. 10%, 90% de sa couleur. Donc maintenant, je vais affiner mon grain. Et je vais récupérer juste la charge fine. T'embête pas à faire ça surtout, hein, et monte sur un seul, je crois que les gens ils auront bien. Je veux mes autres couleurs. Malin. Et ouais, on sent que c'est plus chargé Donc que tout à l'heure. maintenant, ça, j'ai ma couleur. Allez, on continue vite fait, on va extraire d'autres couleurs. Regarde ce orange, Ah, avec une note jaune. je suis extrêmement chanceux de voir ça. Je pensais pas que c'était si simple, il fallait faire décanter des jours et des jours. Mais non, ça y est, on extrait nos couleurs. Nono, t'as tes couleurs, t'as ton mur qui est... Moi je le sentais encore un chouïa humide, tu me dis si c'est parfait, Je pense qu'on est pas mal. c'est pas mal. Maintenant comment tu le peins? Alors justement, j'ai une brosse à badigeon qui n'a pas de poils synthétiques. Ça s'appelle de la soie de cochon. C'est des poils de cochon. D'accord. Parce que tous les brosses de badigeon synthétiques ne sont pas adaptées aux matériaux naturels. Donc on utilise des brosses de poils naturels. Ça peut être du blaireau, du cochon et d'autres. Ça vaut un peu plus cher. Eh ouais, parce que... Par contre, c'est la classe. Ah, c'est la classe. Alors, je fais un petit graffito. Juste, je vais tracer vite fait pour délimiter les couleurs. Allez, on est parti. Regardez ce orange. Je vais démarrer avec l'orange. Alors, le badigeon, c'est toujours en mouvement. Donc la matière, vu qu'elle a une charge plus lourde que l'eau, si on la bouge pas, elle va descendre au fond et on n'aura pas la couleur. Donc, je la garde toujours en mouvement. Maintenant, je vais prélever ma couleur. Et là, je fais rentrer la couleur dans le calcin. Mais là, tu es en train de me dire que là, même s'il pleut, il grêle, ça ne bougera plus. Non, c'est comme la chapelle Sixtine. Donc en réalité, voilà. Donc on va figer la couleur dans le calcin, la pellicule qui va se calcifier. Et si tu veux plus sombre, tu repasses des couches. Voilà. Et après tu peux l'intensifier. C'est quoi? Non, c'est pas Le mouvement aussi est important Alors, là. le mouvement, on recroise On ne peut pas laisser de traces en fait. pour recouper le mouvement. Et ça, tu peux le faire avec du marc de café par exemple? Oui, avec du vin rouge, avec des pigments naturels. T'en connais d'autres, des pigments naturels, par exemple, qu'on utilise en cuisine, qu'on récupère, des choses, je sais pas, qui te... Ah ben là on a vu, on avait du gris et du pied de vigne, du marc de raisin. Ah oui, tu me l'avais montré. C'est génial. Alors je finis de poser ma matière. En fait, moi, je suis déconcerté par la facilité. Peut-être aussi parce que tu maîtrises, hein. Peut-être que les gens, quand ils vont tester... ils vont... Franchement, c'est au niveau de tout le monde, même des enfants. Défi, trouver des gosses, on leur fait faire, on filme et on dit, alors si eux le font, pourquoi pas vous? Donc on fait une petite passe et on va changer de couleur. Le second, j'ai l'impression que les deux se ressemblent, lui est un petit peu plus foncé, mais sur ce mur, Non, j'ai pas... celui-là, c'est le soleil. Le soleil. Ah, j'adore. Ah ouais, grave. On dirait un peu que tu as rajouté du curry dans le Non, mélange. c'est une terre naturelle qu'on a extrait avec Albin et Tao, justement. Et tout ce que tu as là, tu peux faire un sacré mur hein, avec ça. Oh, avec ça, je peux faire 100 mètres carrés de badigeon.
pour 0 €. Chut, faut pas le dire ça. On va se faire des ennemis. J'en profite, je te pose une question parce qu'on l'a abordé le thème. On rentrera plus dans le thème. Mais je vois qu'il y a plusieurs négociants, parce qu'il y a des gens qui vont chercher en matériaux. Et tu disais, c'est pas mal parce que tu peux développer un peu, expliquer en quoi les négociants quand même en matériaux, ça peut être une aubaine pour nous en France? Ben, en sachant qu'aujourd'hui, tous les petits négoces de matériaux naturels sont des magasins de proximité pour accéder aux matériaux naturels pour la construction. Et que ça va contrecarrer, entre guillemets, toutes les grosses boîtes comme Saint-Gobain et les autres, qui ont un monopole. D'accord, donc si on donne nos billes à ces gens-là, ils s'éteignent pas et ça... Ah, c'est sûr que on leur donne un peu plus de pouvoir. D'accord, je comprends mieux. Même si tu me dis quand même, par exemple, la fibre de chanvre, des choses comme ça, ça reste quand même un peu industriel, après ce qu'ils vendent. Ah, c'est obligatoire, parce que la filière chanvre aujourd'hui, ce qu'on récupère, la chaîne vote qu'on a vue, qui est là, juste là, reste un déchet industriel. Ah oui, c'est vrai. Donc on est dans un aspect de recyclage d'un matériau qui aujourd'hui n'a pas de débouché. Ça, c'est un ocre rouge. Il est puissant, celui-là. On en trouve pas mal dans le nord du Tarn, de l'ocre rouge. J'en vois pas mal, tu sais, du côté de la Grésigne, le grès. Ben, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de mines de fer et d'oxyde de fer. J'adore cette couleur. T'as vu celle-là? Ah oui, là ouais. Pour avoir un petit peu quand ça va sécher, mais... Par contre, tu vois, on voit plus les traces, justement, vu qu'il a l'air d'être plus... Parce que normalement, un badigeon, c'est au moins 2 couches. D'accord. Celle-là, elle est beaucoup plus argileuse que les autres. On sent son pouvoir colorant beaucoup plus fort. Et tu sens quand tu le badigeonnes qu'il y en a qui glisseraient ou qui accrocheraient plus ou Ben pas? là, on voit que la matière accroche pas à la brosse. Donc on est en bonne condition. Tu vois, là, tu en as mis un peu plus sur le badigeon, on voit que c'est... Ouais. Tant que c'est pas étalé, c'est bien foncé. Hein. Normalement, il faut une deuxième passe et au moins presque une troisième passe pour que ça soit homogène. Tu vois, j'ai fait des taches là. Oh, le sagouin. Et ça, ouais, tu peux le protéger. Je montre aux gens qui voient là. Ça ouvre quand même des possibilités folles de couleurs. Ben là, illimité. Parce qu'on pourrait mélanger les pigments aussi. Oui, le bleu, avoir on des disait les couleurs. pastels chez nous. Voilà. Donc, on va repasser une deuxième passe. Juste pour que vous ayez la couleur qui soit plus intense. Noël, 2 jours à montrer les enduits. On aurait pu en dire beaucoup. Oui. Je trouve que c'est d'une facilité déconcertante. Alors, si vous voyez 2-3 traces, déjà, c'est parce que c'est frais et c'est Bibi qui a testé. Oui, Brian a participé au badigeon en fresco. Je suis allé gâcher le bon début. Mais de le faire, c'est fantastique. Et justement, quand je te dis facilité déconcertante, allez gratter chez vous, trouver de l'argile. Alors, toutes les terres argileuses autour de chez vous ont des pigments naturels. Donc, faites-vous plaisir. Allez prélever sur des zones, des endroits. Dès que vous voyez des terres intéressantes, je vous ai montré la technique de décantation pour prélèvement des couleurs naturelles. Et là, on a des couleurs qu'on verra la prochaine fois sûrement, qui auront séché. Mais aujourd'hui, on a une palette de couleurs. On passe du orange au jaune à l'ocre rouge. Tout ça, c'est des terres naturelles et ça a coûté 0 €. 0 €, si un peu de fatigue pour aller en rue. Non, je plaisante, c'est dingue. Il en reste encore une pour s'entraîner. Dis-moi, je jette très rapidement, on va pas creuser là-dessus, on creusera plus tard, un pavé dans la mare. Toi, ton but, un jour, c'est quand même de pouvoir le transmettre, le passeur de savoir, le nono. Dans combien de temps tu penses que tu pourras... Alors, depuis la dernière vidéo et tous les commentaires et toute la demande et l'envie des gens d'apprendre des techniques naturelles et respectueuses de l'environnement, et pas cher, on prépare, toute la confrérie est en ébullition pour préparer un centre de formation et vous accueillir sur l'écopole pour apprendre sur toutes ces techniques de construction. Aujourd'hui, on a vu simplement la base, le rudiment de l'enduit et le badigeon à fresco. La prochaine fois, on approfondira sur les enduits isolants à base de chanvre, sur la technique
de banches et chambres et sur d'autres enduits. Les sous-bassements, ça plaît beaucoup, tout ça. Alors, tout. on regardera aussi pour les sous-bassements et tout le reste. Aujourd'hui, encore une fois, on a besoin de plus de temps. C'est évident. Voilà, donc Combien, c'est 10 pour ça épisodes ça, je sais pas, Brian. En tout cas, on prendra le temps qu'il faut pour permettre à tout le monde de pouvoir au moins voir que c'est réel. Je pense aussi qu'il faudra faire un épisode spécial, c'est limite comme à la télé et tout, un épisode spécial sur les fermettes, parce que depuis notre premier épisode tous les deux, combien de fois j'ai racheté un vieux corps de ferme, une fermette, et comment on fait quoi donc, Alors, on a vu un exemple. On est allé voir tout à l'heure avec Brian une maison en réhabilitation qui pourrait être un exemple. Je pense qu'on retournera sur le chantier de Pierrot, voir les étapes d'évolution et vous montrer en direct l'avancement des travaux. sur le terrain directement, ouais. Comme ça, c'est plus simple. Mais le côté fermette, c'est juste pour que les gens aient l'impression, alors que c'est les mêmes bases après. C'est la même chose. Du moment que vous avez un bâti pierre ou un bâti ancien, les techniques et ce qu'on a parlé chez Pierrot tout à l'heure sont applicables chez vous. Et en plus, bientôt, on ira à l'archipel chez Brian. Ah, mais alors ça. Et on s'occupera de sa petite maison. Voilà, et vous pourrez voir Brian au travail, Oui. cette fois-ci. J'ai trouvé déjà quelqu'un pour tenir la caméra, parce que, bon, on s'est vu en dehors de tout ça, et tu me disais, il y a le savoir et le faire, et savoir-faire, et le faire rien que là de tester, je vois déjà bon, qu'on fait tout de suite les erreurs, et qu'après on se reprend, et cette couleur-là, celle en haut, tu sais, on a tous nos... Qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce qu'elle est belle! profonde. Ouais. Parce qu'en fait, la dose d'argile, si on regarde sur les trois, celle qui a la plus grande quantité d'argile, c'est celle-là. Celle-là, elle est prête pour la poterie. Et tu m'as dit, elle va tirer aussi. Vous allez voir, la couleur va se tendre. Là, on a le côté mat. Et quand la chaux va sécher, on aura vraiment le côté lumineux de la couleur, qu'on ne voit pas encore. Tu m'as dit, ça c'est le soleil plutôt. Comme Celle-là, elle va devenir jaune d'or. Celui-là, c'est un orange qui tire légèrement sur le marron. Et là, on aura un ocre rouge qui ressemble aux haciendas, je disais. Aux haciendas au sud, sud de la Méditerranée et tout le Maghreb. Ah ouais, non, c'est vraiment très beau. Bon, écoute, on se pose 2 secondes pour dire au revoir aux gens. Mais putain, j'avais un truc à dire juste avant qu'on se lève, mais je l'ai plus. Oui, pour revenir sur le coup de l'archipel, tu m'as dit, mais tu vois, c'est typiquement, t'as des blocs béton, t'as vraiment, enfin, des trucs de base. Non, Brian, il a l'ossature. Et tout le reste, on vous montrera comment on va habiller l'ossature pour permettre que la petite maison à Brian soit vraiment un exemple encore, que même si on a des moellons en béton, et même si on achète un bâti, entre guillemets... une passoire thermique. Voilà, une passoire thermique, on peut obtenir une belle réalisation. De austère à chaleureux, punaise. Voilà, et après on a eu la chance avec Brian de voir notre confrère du bois. Oui. Et je pense que la prochaine épisode, on ira voir le bois luné, les sillages, Fais gaffe, et là, rencontrer... tu le poses sur internet s'il ne le fait pas. Nicolas. Voilà. Le pauvre, arrête, ça va lui mettre Donc la pression. pour tous ceux qui... On n'a pas répondu à toutes les questions aujourd'hui, je m'en excuse. Mais en même temps, on a besoin de plus de temps. Donc la prochaine fois, on ira voir la filière bois. Comment elle est organisée, comment on peut aujourd'hui prélever dans notre pays, la France, des bois magnifiques pour la construction. Et des couleurs gratuitement partout. Réensoleillez vos murs, les gens. Nono, merci beaucoup. Je te dis à la semaine prochaine. non, j'exagère. À très bientôt. Et au nom des abonnés, parce que tu l'as vu, hein, je sais que tu as vu les commentaires. Merci. Eh bien, je vous remercie à tous. Et en tout cas, c'était une belle expérience et j'espère qu'on va continuer à vous montrer et à vous faire partager toute cette connaissance. Eh ben, on met ça très vite. Parce que c'est mon rôle, c'est mon devoir. Le passeur en tant de que savoir. passeur de savoir. Voilà. Merci Nono. Ben, merci Brian et merci à tout le monde. À bientôt. Allez, ciao, ciao.